Alors, dans un certain sens, le théorème fondamental du calcul intégral, on devrait peut-être l'appeler le miracle du calcul intégral, parce que c'est un théorème qui fait un lien très profond entre deux concepts qui sont a priori complètement différents l'un de l'autre. La dérivée d'une fonction, qui est un concept qui se définit en un point particulier, et l'intégrale d'une fonction, qui est un concept qui se définit sur un intervalle. Alors, le théorème fondamental fait un lien entre ces deux concepts fondamentaux-là du calcul différentiel. C'est un théorème que tout étudiante de mathématiques devrait connaître sur le bout de leurs doigts. Alors, vous avez certainement déjà vu l'énoncé de ce théorème-là en première année. Ici, on va en faire la preuve. Donc, on va essentiellement recueillir des propriétés qu'on a déjà vues et une des propriétés, un des résultats fondamentaux qu'on va utiliser, c'est le théorème de la moyenne. Okay, qu'on a vu au chapitre 5 quand on a parlé de la dérivée. Alors, c'est un peu ce théorème-là qui nous permet de faire le lien entre l'intégrale et la dérivée. On commence donc avec une définition. Deux fonctions f minuscule et f majuscule définies sur AB. Si on suppose que la fonction f majuscule est dérivable, puis en plus que sa dérivée est égale à f minuscule, en tout point x dans AB. Donc, la définition, c'est qu'on dit alors que f majuscule, c'est une primitive de f minuscule. Donc, ça, c'est une définition. Par exemple, x cube sur 3 plus 2, c'est une primitive de x carré. Hein? Si je dérive ça, j'obtiens ça. Sinus de x, c'est une primitive de cos x. Si je dérive ça, j'obtiens ça. OK? Alors, voilà comme exemple, mais c'est tout basé sur cette définition ici. Alors, donc, le théorème fondamental du calcul, en fait, il y a deux versions. Il y a une première version qu'on va démontrer ici, puis ensuite, on montrera la deuxième version. La première version nous dit la chose suivante. Supposons que j'ai une fonction qui est intégrable au sens de Riemann. Si je connais une primitive, s'il y a une primitive pour f minuscule, OK, alors cette intégrale-là est la différence de la valeur des primitives au point B et au point A. Okay? Donc, on laisse de côté pour l'instant la question à savoir, est-ce qu'il y a une primitive? Okay? Est-ce qu'on est assuré qu'il y a une primitive? Ce théorème ici nous dit, supposons qu'on sait qu'il y en a une primitive, qu'on l'a devinée, de quelque manière que ce soit, mais dans ce cas-là, on va avoir ce résultat ici. OK? Alors, donc, comment est-ce qu'on démontre ça? Alors, on va prendre un epsilon plus grand que 0 quelconque. Et puis, ce que je vais montrer, c'est que la valeur absolue de l'intégrale moins cette quantité ici est plus petit qu'epsilon. Quand j'aurai montré ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'exercice 6 sur la feuille des exercices pour en conclure que ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est 0. C'est-à-dire que j'ai ceci. Donc, c'est ça la stratégie. Alors, le but, là, c'est de se rendre à ceci. OK. Bon, ben, pour ce epsilon-là, parce que f est intégrable, le critère epsilon p est satisfait. Donc, je sais qu'il doit exister une partition que je vais écrire comme ceci, a x1, x2, xn-1, b. Donc, il existe une partition de a, b, telle que la somme supérieure de f pour cette partition-là
moins la somme inférieure pour cette partition-là est plus petit qu'epsilon. Ça, c'est le critère epsilon P qu'on a vu au théorème 6.11. Et en plus, puisque f est intégrable, la valeur de l'intégrale est comprise entre la somme supérieure et la somme inférieure. Ça aussi, on avait vu ça. Donc ça, c'est encadré. On va s'en servir dans 2 instants. OK? Aussi, on n'a pas encore utilisé le fait que f majuscule, c'est une primitive. Donc, par définition, il faut que ça soit une fonction qui est dérivable et telle que sa dérivée égale f minuscule. Donc, puisque f majuscule est dérivable sur xi-1 xi, le théorème de la moyenne est satisfait. Donc, il existe un nombre que je vais appeler TI tel que f majuscule au point xi moins f majuscule au point xi moins 1 divisé par xi moins 1 égale f' de TI. Ça, c'est le théorème de la moyenne qui me dit ça. OK? Bon, je vais faire un produit croisé ici. Ça me permet de dire que f majuscule de xi moins f majuscule de xi moins 1, c'est égal à f majuscule prime de ti fois xi moins 1. Puis là, je vais utiliser le fait que f majuscule, c'est une primitive de f minuscule. Donc, ça veut dire ça que f majuscule au point ti, c'est f minuscule au point ti. Puis ça, c'est vrai, donc, pour tout i... Oups. Égale 1 jusqu'à n. Okay, donc, dans chaque sous-intervalle, je suis capable de trouver un point TI tel que ça, c'est égal à ceci. C'est en utilisant le théorème de la moyenne et le fait que f majuscule, c'est une primitive pour f minuscule. Donc, je vais faire la somme des deux côtés. Donc, j'ai la somme de i allant 1 jusqu'à n f de xi moins f de xi moins 1, voyons. C'est égal à la somme de i allant 1 jusqu'à n de f de ti xi moins 1. Bon, ça ici, là, à la fin de la dernière capsule, j'avais donné un nom pour ça. Je vais appeler ça T de f p. Et donc, au lieu de prendre l'infimum ou le suprémum, je prends la valeur de f en un point ti dans l'intervalle xi-1, xi. Donc, je vais appeler ça t majuscule. Et puis, à gauche ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose de télescopique. Écrivez les premiers quelques termes de ceci, et vous allez voir qu'il y a des termes successifs qui se cancellent. Puis, la seule chose qui survit, ce processus de cancellation-là,
c'est f au point xn moins f au point x0. C'est-à-dire f au point B moins f au point A. Donc, ceci, là, c'est f majuscule au point B moins f majuscule au point A. Bon, j'avais encore une fois indiqué à la fin de la dernière capsule que vous avez cette relation ici pour la somme avec les points TI. OK, donc vous irez voir à la fin de la dernière capsule. Et puis ça ici, ben, ça c'est quoi? Je viens de montrer ici, là, que ça c'est f de B moins f de A. Donc j'encadre ça. Donc j'ai deux nombres. J'ai ce nombre ici qui est entre S minuscule puis S majuscule. Et puis, j'ai ce nombre ici, qui est entre S minuscule puis S majuscule. Alors, la distance entre ce nombre-là et ce nombre-là est plus petit ou égal à la distance entre ces deux extrêmes ici, qui est plus petit qu'epsilon. Donc, ça me permet de dire ces deux choses-là, que la distance entre ces deux nombres-là est plus petit ou égal à S majuscule moins S minuscule plus petit qu'epsilon. Donc, j'ai montré ce que je voulais montrer. Pour epsilon plus grand que 0 quelconque, cette expression ici est plus petit qu'epsilon. Donc, ça me permet de dire que j'ai ça. OK, puis ça termine la démonstration. OK, donc l'ingrédient clé ici, ça a été quoi? Ça a été le théorème de la moyenne. Hein? Le théorème de la moyenne, on s'en est servi pour choisir les points TI. Et puis ensuite, on a utilisé, bien sûr, le fait que f majuscule, c'est une primitive de f. Donc tout ça ensemble, ça nous donne le théorème fondamental. Donc, on a, comme je disais, un peu escamoté ici l'existence d'une primitive. Alors, comment est-ce qu'on peut être garanti qu'une primitive existe? C'est bien beau ce théorème-là, mais supposons que j'ai une fonction f ici donnée, puis, bon, comment est-ce que, si je ne la connais pas, comment est-ce que je pourrais la trouver, cette primitive-là? Donc, ça, c'est le théorème fondamental version 2, qui dit la chose suivante. Si j'ai une fonction intégrable au sens de Riemann, alors, la fonction f majuscule que je vais définir de la manière suivante. F majuscule au point x, c'est l'intégrale de a jusqu'à x. Donc, x, lui, est entre a et b. Donc, je calcule l'intégrale non pas de a à b, mais de a à x. Ça me donne un nombre, puis c'est ça que j'associe comme valeur à f majuscule. Si jamais f minuscule est continu à un certain point x0, ben, sa fonction f majuscule là que j'ai définie, elle est dérivable et en plus, sa dérivée au point x0, c'est f minuscule au point x0. Alors, on va démontrer ceci, mais le corollaire le plus important de ceci, c'est celui-ci. Alors, j'adresse le corollaire avant de démontrer le théorème. Donc, comment est-ce qu'on va se servir de ça en général? En général, la fonction f, elle sera continue partout. Okay? Donc, si elle est continue partout, on sait déjà qu'elle est intégrable au sens de Riemann. Alors, cette fonction f majuscule ici, elle sera dérivable partout, et puis sa dérivée sera partout égale à f minuscule.
OK? Donc, une fonction continue possède toujours une primitive donnée par cette formule ici. OK? Donc, ça, c'est le corollaire important à ce théorème ici. Donc, moi, je vais montrer, en fait, ce théorème ici. Donc, je vais prendre un epsilon plus grand que 0 quelconque. Par continuité de f au point x0, il existe un delta positif tel que si x est dans l'intervalle AB et à distance inférieure à delta du point x0, la distance entre f de x et f de x0 est plus petit que epsilon. Donc, j'ai juste utilisé la définition de continuité pour la fonction f au point x0. Donc, prenons un point x dans AB tel que la distance entre x moins x0 est plus petit que delta, et puis je vais prendre x différent de x0. Donc, ce que je veux faire, c'est montrer la chose suivante. Je veux montrer que cette expression ici je vais montrer que cette expression-là est plus petite que epsilon. OK? Quand j'allais montrer ça, ça va vouloir dire que la limite quand x tend vers x0 de cette quantité ici est égale à ceci. Puis la limite quand x tend vers x0 de ceci, ça c'est la dérivée de f majuscule. Donc, le programme maintenant, c'est d'arriver à montrer que ça, c'est plus petit qu'epsilon en ayant pris x qui satisfait ceci. Donc, pour l'epsilon plus grand que 0, je prends le même delta qui fonctionnait pour la continuité de f. Ce même delta-là va faire que ceci, c'est plus petit qu'epsilon. Donc, je vais écrire qu'est-ce que ce sont ces choses-là. Donc, j'ai valeur absolue. F majuscule de x, c'est l'intégrale de ax de f. F majuscule de x0, c'est l'intégrale de a à x0. Tout ça divisé par x moins x0 moins f de x0. Donc, cette expression ici, j'ai utilisé la définition de f majuscule pour chacun de ces morceaux-là. Je continue. Je vais utiliser une des propriétés qu'on a vues à la capsule précédente pour l'intégrale, qui me permet d'abord de dire que cette intégrale ici, si je la multiplie par moins 1, je peux changer l'ordre des bornes. Et ensuite, j'aurai ceci comme étant l'intégrale de x0 à a plus l'intégrale de a à x. Donc, par une autre propriété qu'on a vue à la capsule précédente, ça va être l'intégrale de x0 à x. Donc, ça, c'est égal à, donc, première étape, l'intégrale de x0 à a. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris ce terme ici, et puis j'ai changé l'ordre des bornes, puis j'ai multiplié par moins 1, plus l'intégrale de x0 à a. Hein, ça, c'est quoi? C'est ce terme ici. Excuse, x0 à... ce que je écris là? ax, pardon. ax. ax. Donc, ça, c'est ce terme ici, comme je disais. Tout ça divisé par x moins x0 moins f minuscule de x0. Donc, cette quantité ici est égale à cette quantité ici, qui est égale à cette quantité ici, qui est égale à l'intégrale de x0 à x de f dt
Puis ici, je vais faire quelque chose, je vais mettre ça sur le dénominateur commun essentiellement. OK, donc d'abord, j'ai réuni ces deux intégrales-là. L'intégrale de x0 à a plus l'intégrale de a à x, c'est l'intégrale de x0 à x. OK, donc une propriété qu'on a vue à la capsule précédente. Et puis ici, je mets ça sur le dénominateur commun. Et puis j'écris ça de même. Là, je vais faire une autre chose. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Le terme que j'ai ici, là, x moins x0, c'est l'intégrale de x0 à x de 1 dt. Donc, j'utilise le théorème fondamental version 1. J'utilise ce théorème fondamental ici avec la fonction f minuscule égale à 1. C'est ça que j'ai ici. Et f majuscule égale à t. Donc, ça, si je dérive ça, j'obtiens ça. Donc, j'applique le théorème fondamental à ce terme ici. Donc, je vais écrire ce x moins x0 là comme l'intégrale de x0 à x de 1. Donc, ceci, c'est égal. L'intégrale de x0 à x de f moins f de x0, l'intégrale de x0 à x de 1 sur x moins x0. Et puis, maintenant, ça, c'est une constante ici. Hein? Donc, ça, c'est une constante. Je peux la rentrer dans l'intégrale. Je peux sortir les constantes, je peux les rentrer. Ça, c'était la première des propriétés qu'on a vues à la capsule précédente. Donc, je vais faire deux choses. Je vais rentrer ceci dans l'intégrale. Et puis, les deux intégrales vont de x0 à x. Donc, je vais combiner la somme en une seule intégrale. Donc, ça, c'est égal à l'intégrale de x0 à x de f de t moins f de x0 sur x moins x0. Non, je ne suis pas encore servi de ceci. OK? Donc, n'oubliez pas, là, le x est entre x0 plus delta, x0 moins delta. Donc, quand j'intègre ici, là, les valeurs de t doivent satisfaire le même critère que j'ai là. Donc, ça me permet de dire que ça, c'est plus petit ou égal. Donc, j'ai deux possibilités ici, dépendant si x est plus grand que x0 ou plus petit que x0. Dans le premier cas, j'utilise l'inégalité du triangle. Si x est plus grand ou égal à x0. Hein, donc, l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale est plus petit ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Ça, c'est l'inégalité du triangle qu'on a vu en fin de capsule précédente. Ou, si x est plus petit que x0, j'ai l'intégrale de x à x0 avec la même quantité. Donc, il faut séparer ces deux cas-là. Sur x moins x0. Donc, la quantité que j'ai ici, que j'intègre, est strictement plus petite que epsilon. Partout sur cet intervalle ici. En vertu de ceci. Donc, ça, c'est strictement plus petit qu'epsilon. Donc, l'expression que j'ai là, c'est plus petit à epsilon, l'intégrale de x0 à x de 1 sur x moins x0, c'est égal à epsilon x moins x0 par le théorème fondamental version 1. Pardon, non, c'est valeur absolue ici parce que je dois distinguer les deux possibilités. Donc, dans les deux cas, j'ai valeur absolue divisé par valeur absolue
égale epsilon. Donc, ce que j'ai montré, c'est que la limite, quand x tend vers x0, de f majuscule de x moins f majuscule de x0 sur x moins x0, c'est égal f minuscule de x0. Avec tout ce calcul ici, là, c'est ça que j'ai démontré. Donc, ça veut dire que f majuscule est dérivable au point x0, et puis sa dérivée au point x0 va f minuscule de x0. Alors, c'est ça que j'ai montré ici. Et comme je disais, ce qui est vraiment important, c'est ce corollaire ici. Donc, ce corollaire ici, là, dans la plupart des exemples pratiques qu'on traite, la fonction f est continue, alors automatiquement, on sait qu'il doit y avoir une primitive. Okay? Donc, c'est ce corollaire ici qui nous le dit. Donc, essentiellement, on applique le théorème là, à tous les points x0 de AB. Pas juste à un point donné, mais à tous les points. Puis on obtient ce corollaire ici. OK? Donc ça termine le théorème fondamental du calcul. Ça termine aussi le chapitre 6. Alors, à la prochaine capsule, on commencera de la nouvelle matière.